Bienvenue sur CivilNet. Mon invitée est Sedam Mavian. Elle est correspondante permanente en Arménie pour le magazine français Nouvelles d'Arménie. Elle est également diplômée de Sciences politiques Paris et doctorante en histoire. Sedam Mavian s'est rendue pendant plusieurs jours dans la région du Syunik. La région est frontalière avec l'Azerbaïdjan et les personnes habitant dans la région sont incertains quant à leur futur face à un voisin hostile qui, depuis le cessez-le-feu, s'est rapproché un peu plus des territoires arméniens. Merci à Madame Mavian de nous avoir rejoints. Merci à vous de m'inviter. La région du Syunik a été le théâtre d'événements interprétés comme la preuve de l'abandon du territoire national par l'Arménie au profit de l'Azerbaïdjan. C'est comme ça que vous commencez l'introduction de votre article. Dans votre article, justement, vous essayez de démêler le vrai du faux en fonction des témoignages que vous avez récoltés sur place et également de ce que vous avez vu sur place. Qu'est-ce qui vous pousse à réfuter ou du moins nuancer les propos qui disent que le Premier ministre Nikol Pachinian aurait donné des terres arméniennes à l'Azerbaïdjan? Enfin, je réfute. Je ne nuance pas, je réfute. Tout simplement parce que j'ai étudié la question sur place et en confrontant aussi, en allant chercher les cartes un peu plus anciennes. Alors quand on dit anciennes, je ne remonte pas à 1920, bien entendu. Nous avons tous compris que le cessez-le-feu du 9 ou 10, je ne sais pas ce qu'il faut dire, du 9 ou 10 novembre, excusez-moi, remettait les pendules à l'heure de la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire en 91. Voilà, c'est ça le point de repère. Hélas, je ne m'en réjouis pas. Je suis partie au Syunik avec dans l'idée avec dans la tête quelques idées, comme tout le monde, mais en étant prête à être contredite par la réalité et la vérité sur le terrain. C'est très important ça, c'est très important l'honnêteté du journaliste et aussi de l'historien, et je dirais de l'enquêteur. Pour moi, ça relève de la même démarche. Un enquêteur de police, un historien et un journaliste doivent avoir la démarche de curiosité et avoir l'esprit libre pour être prêts à recevoir la vérité ou la réalité sur le terrain. Cela dit, la réalité est parfois trompeuse, il y a ça aussi. Et donc il est impératif de ne pas se contenter non plus de l'accueil d'une réalité brute, de réfléchir dessus, de comparer avec ce qu'on peut avoir à comparer, bref, de se faire une idée. Voilà. Donc en un mot, si je devais résumer, non, il n'y a pas de cession du territoire et ce thème ne devrait plus exister. C'est un thème qui doit être fermé. D'ailleurs, il l'est plus ou moins maintenant, parce que j'observe que, donc moi je suis allée sur le terrain du 7 au 11 janvier. Depuis, il y a eu d'autres reportages qui ont été faits et qui plus ou moins admettent que, il y a un certain calme, il y a une certaine tranquillité et qu'on n'a pas cédé de terrain. Tout le problème, c'est que la frontière, telle qu'elle a existé pendant 30 ans, n'était pas la même que celle qui existait en 1991. Quand le conflit du Ralabare est né et que nous avons gagné sur le terrain, eh bien évidemment nous avions eu tendance, n'est-ce pas, à repousser la frontière à l'est, puisque ces territoires adjacents désormais nous appartenaient. Et vous-même, je suppose que vous avez eu l'occasion de voir des cartes d'Arménie où il n'y a carrément pas de frontière entre le Ralabare et l'Arménie. Je veux dire par là que c'est assez normal, nous avons, nos cartographes, je suppose, ont repoussé la frontière. Sauf que, maintenant qu'on est obligé de revenir à une situation antérieure, eh bien, il y a deux tronçons, très précisément deux tronçons, sur la ligne du nord-sud, qui va du nord au sud du Syunik, c'est-à-dire en gros Rosnavar tout à fait au nord et Rand tout à fait au sud. Je parle du sud-est et du nord-est, la frontière avec l'Azerbaïdjan. Eh bien, il y a deux tronçons qui sont évidemment très problématiques pour nous, dans le sens où, sur ces deux tronçons-là, donc un petit peu après Goris jusqu'à Shurnur et entre un petit peu après Rapan jusqu'à un petit peu avant
Kadjaten, j'ai oublié maintenant le nom, excusez-moi. Eh bien, à ces deux niveaux-là, la frontière passe sur la route, donc ça pose un vrai problème. Pire, sur le tronçon Goris-Shurnur, au niveau de Vorotan, en réalité, la route passe dans ce qui était autrefois l'Azerbaïdjan. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a quand même un échec du côté du gouvernement, enfin, pas que du gouvernement arménien, mais apparemment du gouvernement arménien et azerbaïdjanais, parce qu'ils n'ont pas réussi à tracer concrètement et à mettre des limites dans leurs frontières. Et on est dans une situation où finalement, ceux qui paient le prix de ces fautes-là, ce sont les villageois. Comment vont-ils faire, ces gens? On a perdu la guerre. Vous croyez qu'on avait beaucoup à discuter? Moi, j'aurais bien voulu que ce soit meilleur. On est revenu à la situation antérieure. Bon. Donc, après, c'est une question, je pense, de discussion. En tout cas, c'est ce qu'un certain nombre d'élus de petites localités m'ont dit. Après, on peut discuter sur le terrain avec l'ennemi, entre guillemets. Hein. On peut discuter pour essayer que, bon, ils n'apparaissent pas trop dans le paysage, etc. Mais la situation est ainsi. Encore une fois, ce n'est pas que j'en suis réjoui, mais l'explication est là. C'est ça que je veux dire. L'explication est là. Il y a aussi autre chose par rapport à la trahison. Justement, cette trahison, elle vient au final un petit peu d'ailleurs. J'essaie de comprendre pourquoi les gens parlent de trahison, parce que même à titre personnel, quand ça a été, quand on a appris qu'il y aurait une démarcation des frontières qui serait discutée et qu'une partie des territoires serait rendue en quelque sorte à l'Azerbaïdjan, pour moi c'était étonnant parce que, pour moi et pour d'autres personnes, parce qu'en 30 ans, je pense qu'il y a très peu de personnes en Arménie qui étaient au courant de ça. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui a été oublié. Et c'est quelque chose que les gouvernements précédents n'ont pas souligné, n'ont pas rappelé. Ça a été complètement oublié. Et Nicole Pachinian, jusqu'à la défaite, en fait, n'a jamais abordé ce sujet-là. Donc le sentiment de trahison, je pense que du côté des personnes, des citoyens, ça vient de là. C'est de se dire, nous, on est devant un fait accompli, on se sent démunis, on ne savait pas. Et on nous parle du fait qu'on n'a vécu une défaite et qu'en fait, ça a toujours été comme ça, que les années 90, en fait, on a été en quelque sorte hors la loi, hors de ces démarcations officielles pendant 30 ans. Et en fait, on rend ce qu'on leur doit. Et pourtant, pendant 30 ans, personne n'était vraiment au courant de ça. Je veux dire, les gens moyens, les gens normaux, quoi. Donc, oui, bien sûr. La surprise était totale. Moi, pareil. C'est-à-dire, tout d'un coup, je réalise que les conditions du cessez-le-feu ont pour conséquence non seulement la cession des territoires périphériques, non seulement, hélas, la cession de 2 régions d'Artsakh, et en plus, le retour à une situation antérieure au niveau des frontières. Qui pouvait imaginer une chose pareille? Je ne peux pas, là, parce que nous n'en avons pas le temps, développer trop amplement. Néanmoins, je dirais 2 choses par rapport à ce que vous dites. Premièrement, ce mot de trahison, aussi unique, moi je ne l'ai pas entendu, sauf une fois, et je le mets dans mon article. La seule fois où j'ai entendu quelqu'un parler de trahison, c'est une dame de Shurnur, je précise, c'est-à-dire le village qui est l'épicentre des scandales autour des questions de frontières, dont je viens de vous expliquer que ce sont de faux scandales. Eh bien, cette dame à Shurnur me disait, si Pachinian démissionne maintenant et laisse la place aux autres, on sait qui sont les autres, c'est un traître. C'est la seule fois, alors je ne dis pas que j'ai parlé avec les centaines de milliers de Siunetsi, 140 000 ou plus peut-être, mais enfin, vous savez, je n'ai pas manqué du nord au sud, de l'est à l'ouest, de poser la question à tous ceux que je pouvais rencontrer. Et à chaque occasion, je n'ai jamais entendu ça. C'est-à-dire que là, vraiment, alors c'est la deuxième désinformation que je voudrais souligner, et que cela ne me transforme pas en propagandiste du pouvoir, pas du tout. Mais je suis obligée de constater qu'au Ralabar, je n'ai trouvé personne pour me parler de traîtrise, je n'ai trouvé personne pour soutenir
l'action de ceux qui font de la désinformation ici à Yerevan, une désinformation qui arrive jusqu'en diaspora. J'ai trouvé des gens très sages, très calmes. Dans le sunnique, vous voulez vous Dans le sunnique, je parle du sunnique. Parce que j'ai entendu à la barre. Oui, oui. Et une population qui... alors par contre, là où c'est vrai, le thème qui est exact, la peur, oui, les gens ont peur. Ça c'est vrai. Les gens ont peur. Ils ont peur aussi à propos de la route. C'est-à-dire, il se passe quelque chose dans les 20 km particuliers ou 21 km particuliers qui séparent Goris de Şurnur. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, il me semble que pour toutes les questions relatives au sionique, il faut véritablement anticiper ce que nous n'avons jamais fait, hélas. Vous en parliez tout à l'heure, depuis 30 ans, on fait quoi? Anticiper, c'est-à-dire anticiper, faire des scénarios. Il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Un accident, qu'est-ce qu'on fait? Une incursion, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est très important. Il faut absolument anticiper et dialoguer avec cette population. C'est-à-dire que le pouvoir devrait pouvoir à la fois central et décentralisé, c'est-à-dire par le biais, je suppose, du préfet du sionique, et je suppose aussi par le biais des responsables des collectivités locales. Il faudrait pouvoir dialoguer avec la population en permanence et lui dire voilà ce que nous imaginons pour vous. Et c'est valable aussi, c'est valable sur le plan sécuritaire. Et là, la population a des idées très précises sur ce qu'elle voudrait pour assurer sa sécurité. Et d'autre part, sur le plan économique, très important. Si on rassure ces gens sur le plan sécuritaire, si on organise, je dis bien on organise une mutation économique qui est absolument nécessaire, oui, on pourra fixer cette population au sol. Si on ne le fait pas, à la première petite incursion, et les Azéris sont très forts pour nous faire peur, ça peut être catastrophique. Il peut y avoir un exode rural, et en l'occurrence pour nous, un exode rural des Siounétis, ça veut dire une désertification du territoire. En termes de sécurité nationale, c'est très très important. Justement, vous parliez d'une peur. Quand vous avez rencontré ces personnes, c'est quoi? C'est une peur quotidienne qu'il y ait une incursion de la part de l'Azerbaïdjan ou de certaines personnes. On sait qu'il y a aussi des soldats russes qui gardent une partie de ces frontières qui sont un petit peu encore floues avec l'armée arménienne. Est-ce que ça les rassure ou ça les rassure pas du tout? Est-ce qu'il y a une confiance qui est établie quand même avec la Russie? Est-ce qu'ils se sentent prêts à rester? Est-ce qu'ils ont décidé de mener une action bien particulière à la population? Alors, sur l'aspect sécurité, je corrige un petit peu, si vous le permettez, ce que vous dites sur les Russes. Les Russes ne sont pas partout. Il ne faut surtout pas imaginer une présence des Russes partout. Je ne parle pas de la ligne même de la frontière. Honnêtement, je n'y suis pas allée sur la ligne. Je parle de la route qui va du nord au sud. Eh bien, les Russes sont présents au point de jonction que je signalais tout à l'heure, c'est-à-dire les segments dont je vous ai parlé, les deux segments. Jakaten, voilà, je parlais tout à l'heure, le nom du village me revient, c'est-à-dire au sud, entre Rapan et Jakaten, et puis au nord, entre, un petit peu au sud de Goris, jusqu'à Şurnur. Donc là, vous les voyez, les Russes. Je les ai vus également à l'intersection de la route, donc au sud de Şurnur, sur la route de Rapan, je les ai vus à l'embranchement qui mène vers Davidbek, un village dont on a parlé aussi pendant la guerre, si vous vous souvenez. Donc voilà les points où je les ai vus, c'est tout. Concernant ce que voudraient les gens du point de vue sécuritaire, oui, bien sûr, ils sont rassurés que les Russes soient là, mais on ne va pas nous la refaire 10 fois. Les Russes étaient présents à Sumgait, enfin, ce n'est pas eux qui l'ont dit, mais moi je le dis. Vous savez très bien qu'à Bakou en 1990 et en 1988 à Sumgait, les Russes étaient là, ils n'ont rien fait. Je pense que les gens savent très bien ça. En même temps, ils sont rassurés, mais ça ne suffit pas. Alors, que faire?
que faire? Il y a deux choses dont les gens m'ont parlé unanimement, je dis bien. C'est d'une part la nécessité d'armer la population, mais dans des conditions très précises. Et ce qui est amusant, intéressant, c'est que, en fait, j'ai eu l'impression, petit à petit, en peaufinant le sujet avec les gens, d'élaborer avec eux une proposition de loi. Et donc, en gros, je ne rentre pas dans le détail, mais les gens ont cette idée-là. Encore une fois, ils sont très prudents. Moi, j'ai été admirative du calme, de l'intelligence, de la, comment dirais-je, de la sagesse d'une population qui sait précisément ce qu'il faut faire, les dangers, les risques d'armer des gens, donc qui est capable d'imaginer des garde-fous. Donc, mais ça, c'est pour eux indispensable. Autre chose indispensable, que les Jogad, les groupes de défense qui sont constitués au moment de la guerre, et qui sont mixtes en fait parce qu'ils comportent à la fois des nouveaux, des jeunes, et puis des anciens, ceux de la Première Guerre. Eh bien, les gens pensent qu'il faut que ces Jogad continuent à exister, mais soient intégrés dans l'armée. Et ça, c'est très important, parce qu'un Jogad qui n'est pas intégré, bah, il se délite en temps de paix, enfin. Et puis, en plus, ça veut dire que les membres des Jogad ne sont pas payés. S'ils ne sont pas payés, quel Jogad? Les gens les combattants vont s'occuper de leurs affaires courantes. S'ils étaient salariés au sein de l'armée, ah ben là, ils s'occuperaient uniquement de la protection de la population. Donc, en résumé, présence de l'armée arménienne, dont je tiens à souligner qu'elle existe. Il ne faut pas croire que c'est néant. L'armée arménienne est là, la police des frontières est là, la gendarmerie est là, la police est là. C'est important. Moi, j'en ai eu l'expérience. Hein. En me baladant, on m'a arrêté de temps en temps, on m'a posé des questions. Et je les ai vues. Donc, armée arménienne, armée russe, armement de la population, des villageois, et Jogad, il semble que ce soit ce qu'il faut faire. J'ai été aussi dans un village proche du Nakhichevan, mais alors qui n'appartient pas aux Sioniques, qui appartient au Vayotzor. Barzoruni, pour ceux qui connaissent, c'est dans la région de Zaritap, et donc de Vaik. C'est intéressant parce que là, alors qu'il ne s'est rien passé pendant la guerre, rien du tout, hein, il n'y a pas eu d'alerte, tout s'est bien passé, la population, à ma grande surprise, avait dès avant cette guerre, c'est-à-dire indépendamment de la guerre, imaginé un abri. Et donc ils avaient un abri collectif, ils ont toujours un abri collectif dans un endroit que je ne désignerai pas. Et là, leur interrogation c'était, et c'est intéressant, ils ont noté que les drones repèrent les lieux de concentration collectifs. Et là, l'interrogation d'une personne que j'ai rencontrée à Barzoluni, c'était de dire, du coup, maintenant, nous nous posons des questions sur l'opportunité, sur l'intérêt d'avoir cet abri collectif, parce que si ça doit concentrer une attaque sur cet abri, ça ne va plus du tout. Et donc, eux, ils sont dans une démarche de réflexion, mais du coup, moi, ça m'a intéressée parce que je me suis dit, tiens, on n'a pas parlé, en tout cas moi, avec les gens sioniques, je n'ai pas pensé à cette question d'abri, en plus du système que je vous ai décrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je le pouvais, je retournerais voir tous ces gens et je dirais, et au fait, et si on rajoutait aussi des abris, qu'est-ce que vous en pensez? Comment faut-il faire? Voilà. Par exemple, dans l'Artsakh, pendant la guerre, justement, ce qui était flagrant et impressionnant, pour parler encore du fait que pendant 30 ans, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, en fait, c'est que quand il fallait se cacher dans les abris, c'était des caves, quoi. Enfin, je veux dire, c'était des espèces de caves qui n'avaient absolument aucun système de protection. Est-ce que l'Arménie devrait commencer, justement, est-ce que ces pays, cette région frontalière devrait peut-être commencer à penser à elle-même avoir des abris un peu plus sophistiqués? Car oui, une guerre, ou en tout cas à la frontière, une guerre est inévitable. Je vous dis, j'avoue honnêtement que j'ai oublié la question des abris. Elle ne m'est apparue que quand... Mais vous pensez qu'elle est devenue inévitable, cette question, en quelque sorte? Il faut y penser, c'est un scénario plausible? Il faudrait voir, du coup. Du coup, peut-être qu'il ne faut pas effectivement d'abri collectif.
À Barzrouni, dont je vous ai parlé, l'abri est entièrement aménagé et pré-aménagé, y compris avec des toilettes. Je ne l'ai pas vu hein, de mes yeux, mais enfin on m'a expliqué qu'y compris avec des toilettes mobiles, des lits, enfin tout est prêt. Il est évident que là, effectivement, s'il doit y avoir, on a vu les exemples malheureux de nos soldats qui parfois par groupe entier ont disparu du fait des drones. Donc là, il faut repenser tout ça, mais c'est sans doute quelque chose, il faudrait sans doute imaginer des abris séparés, des îlots, peut-être aménagés, oui. Tout ça doit être en tout cas résolu, à mon avis, rapidement. Il faut absolument rassurer cette population qui est inquiète, qui ne panique pas, mais qui est inquiète. Et encore une fois, nous connaissons notre ennemi. Je pense qu'ils ont mesuré, ils doivent très bien connaître le degré de peur que nous avons, que ces gens-là ont. Et on peut tout imaginer. On peut imaginer des incursions pour le seul but de faire peur, dans cette idée de hayat appel, comme on dit, c'est-à-dire désarméniser. C'est de repousser pour obliger les gens à avoir peur et donc à déserter le territoire, oui. Et que ça devienne un... Vous vous souvenez, on a parlé de 2 personnes qu'on a trouvées à terre il n'y a pas très longtemps. Il n'est pas du tout sûr que ces gens-là soient venus, comme pour Talish en 2016, pour assassiner. Il suffit qu'ils apparaissent, ils font peur, c'est filmé, c'est diffusé, etc. On crée la peur. C'est très important de parer à cette peur. Je crois que vraiment c'est une responsabilité fondamentale maintenant du pouvoir. Autre responsabilité fondamentale, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est réorienter l'économie. C'est un sujet vraiment très important, d'améliorer les conditions de vie de ces villageois. À Chaunour, par exemple, il n'y a pas d'eau. Enfin, c'est pas possible. À Seznac, près de Rapane, il n'y avait pas d'eau non plus tellement bien du côté dans la communauté rurale de Sionik. Il y a plusieurs villages qui ont de vrais problèmes d'eau. Donc, régler au moins un minimum de ces questions-là, qui sont primaires, et faire de cette région une région dynamique au niveau agricole. Je crois que nous devons avoir maintenant une ambition qui est celle de faire de tous ces villageois des fermiers modernes. Des fermiers modernes. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que, apparemment, je ne sais pas si c'est le résultat d'une prise de conscience récente ou pas, mais en tout cas, les élus que j'ai pu rencontrer m'ont donné l'impression d'être très motivés pour fixer leur population sur le territoire, sur la terre et donc sur le territoire. Ça, c'est très rassurant. Enfin, moi, ça m'a rassurée. Je suis revenue du Sionik avec des idées assez bien claires dans la tête, désormais, par rapport à tous les faux scandales dont nous avons parlé, l'intox. Et surtout, j'ai eu l'impression que nous pouvons avoir confiance dans la détermination, l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux techniques modernes, aux idées nouvelles d'un certain nombre d'élus et des villageois eux-mêmes. Maintenant, tout le problème, c'est un petit peu comme pour la sécurité, ça va être d'organiser tout ça. C'est-à-dire que chaque village ne se mette pas à faire sa petite économie locale, il faut vraiment organiser. Et ça, c'est très important. Merci Madame Mavian pour cette discussion. Merci de nous avoir suivis et continuez à nous suivre.